Salut à tous. L'Iran ne devrait pas être autorisé à bloquer des pays innocents et leurs marchandises dans une voie navigable internationale. C'était l'accusation centrale lancée par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, lorsqu'il a dénoncé l'Iran pour avoir empêché des navires de traverser le détroit d'Ormuz. L'accord entre les États-Unis et l'Iran semble avoir résisté à son plus grand test jusqu'ici. C'est parce que hier, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la trêve temporaire, l'Iran a lancé une attaque importante contre un État du Golfe. C'est le genre de crise qu'on ne règle pas en entrant dans une salle de presse, en la qualifiant d'historique, et en espérant que les voies maritimes se rouvrent par politesse. 800 navires étaient immobiles, en attente. 800, non pas à cause d'une panne de moteur, pas à cause d'une tempête, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus calculé et de beaucoup plus délibéré, une campagne de pression contre l'économie mondiale. La campagne de pression s'intensifie et la marine la plus puissante du monde semble avoir marqué une pause. Et cette nuance change tout. Car lorsqu'une superpuissance marque une pause, cela signifie généralement l'une de deux choses. Soit elle est dépassée, soit elle attend le bon moment pour frapper. La question est donc la suivante. Laquelle de ces deux options s'applique cette fois-ci ? Une réponse à la Trump annoncerait probablement les deux possibilités comme des victoires, de préférence avant même que quelqu'un ait vérifié la carte. Pour comprendre ce qui se passe actuellement dans le détroit d'Ormuz, il faut saisir une chose à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais. Cette mince et étroite bande d'eau, large d'à peine 20, et 1 mille à son point le plus resserré, n'est pas seulement une voie maritime, c'est un goulet d'étranglement. Un accident géologique devenu le morceau d'océan le plus stratégique de la planète. Chaque jour, environ 20% du pétrole commercialisé dans le monde passe par ce détroit. 20%. Cela signifie qu'un baril de pétrole sur 5, celui qui alimente une voiture, chauffe une maison, fait tourner une usine ou ravitaille un avion militaire sur cette planète, passe par un chenal qu'on pourrait presque traverser à la nage par beau temps. Aucun slogan sur une casquette de campagne ne change le fait que la géographie conserve toujours un droit de veto sur la politique. Et l'Iran le sait mieux que quiconque. Depuis des décennies, l'Iran ne regarde pas le détroit d'Ormuz comme une voie navigable, mais comme une arme, un levier. Un point de pression stratégique qui n'exige ni missiles, ni drones, ni troupes au sol pour être utilisé efficacement. Tout ce qu'il faut, c'est la menace d'une fermeture. Parce que cette menace seule suffit à faire déraper les marchés pétroliers, exploser les primes d'assurance et pousser les compagnies maritimes à détourner leurs navires sur des milliers de milles. Mais quelque chose a changé récemment. Quelque chose qui a fait passer cette menace du théorique à l'opérationnel. Et c'est là que les 800 navires entrent en jeu. Ce ne sont pas des navires militaires. Ce sont des pétroliers, des vraquiers, des porte-conteneurs et des méthaniers transportant du gaz naturel liquéfié. Des navires commerciaux chargés de pétrole, de gaz, de céréales et de marchandises qui alimentent et soutiennent la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et en ce moment, beaucoup d'entre eux sont soit ancrés à l'extérieur du détroit, soit en train de naviguer en groupe défensif serré, soit dans des circuits d'attente en attendant un signal indiquant qu'il est sécuritaire de poursuivre la traversée. Le mot qui circule dans les milieux du renseignement maritime est brutal. Le corridor d'Ormuz est devenu ce que certains analystes appellent discrètement une zone de destruction. Non pas parce qu'il a déjà été attaqué, mais parce que l'architecture d'une attaque y a été assemblée avec une précision terrifiante. C'est là que le théâtre des discours musclés se heurte aux calculs plus silencieux et plus sombres, des mines, des missiles, des taux d'assurance et des prix du carburant. Voici à quoi ressemble cette architecture. L'Iran a passé des années, non pas des mois, non pas des semaines, mais des années, à intégrer un système de déni d'accès par couche dans la géographie qui entoure le détroit. Sur la rive nord, des batteries mobiles de missiles, capables de frapper des cibles n'importe où, dans la voie maritime ont été positionnées, repositionnées, puis repositionnées encore, afin que les images satellites ne puissent jamais en saisir une vue complète. Des installations navales souterraines, creusées dans les flancs des collines, abritent des vedettes d'attaque rapide, des sous-marins et des drones suicides pouvant être déployés en quelques minutes après qu'un ordre a été donné.
Les mines. Voilà le mot qui hante chaque amiral étudiant cette région. L'Iran possède l'un des plus grands stocks de mines navales au monde. Et le golfe Persique, avec ses faibles profondeurs et ses corridors étroits, est presque parfaitement conçu pour la guerre des mines. Quelques centaines de mines posées stratégiquement au milieu de la nuit pourraient fermer fonctionnellement le détroit sans qu'une seule arme conventionnelle soit tirée. C'est difficile à transformer en slogan de rassemblement bien propre, ce qui explique probablement pourquoi les planificateurs sérieux n'essaient pas. Mais ce qui a changé récemment, c'est pas seulement le matériel, c'est la doctrine. Des commandants militaires iraniens ont discuté ouvertement, dans des discours, dans les médias d'État et dans des revues militaires, d'un concept centré sur une fermeture coordonnée du détroit. Le langage est délibéré et clinique. Mais si l'on retire l'habillage officiel, ce qu'ils décrivent est une séquence de mouvements conçus non pas pour gagner une bataille, mais pour faire s'effondrer les marchés énergétiques mondiaux assez rapidement, pour que toute intervention militaire devienne économiquement catastrophique pour quiconque tenterait de l'entreprendre. C'est pas une menace, c'est une stratégie. Et c'est ici que les choses prennent une tournure sérieuse. Car au même moment où cette doctrine était exposée publiquement, une série d'événements a commencé à créer les conditions précises de sa mise en œuvre. Les États-Unis ont accéléré leur campagne de pression maximale contre l'Iran. Les sanctions ont été renforcées, les revenus pétroliers ont été comprimés, et Téhéran, confronté à une économie sous forte tension, a commencé à effectuer des mouvements qui ressemblaient moins à de la posture qu'à une préparation. L'ancienne promesse disait que la pression seule rendrait tout simple. Comme d'habitude, la facture arrive dans une langue que les stratèges de campagne préfèrent ne pas lire. Le Hezbollah fonctionne autrement. Il comprend la guerre de l'information aussi clairement qu'il comprend la guerre physique. Des déclarations de son aile médiatique ont commencé à circuler presque immédiatement après l'engagement. Des affirmations de chars Merkava détruits, des affirmations de soldats israéliens tués et capturés, des vidéos certaines vérifiées, d'autres non, montrant des véhicules militaires en feu dans les collines du sud du Liban. Les chiffres avancés par le Hezbollah étaient importants. Pas seulement importants sur le plan tactique. Si une partie seulement s'en approche, ils sont historiquement importants. Des centaines de soldats israéliens tués, voilà ce qui était affirmé. Des dizaines de véhicules blindés détruits, plusieurs éléments de commandement perturbés. Pendant que tout cela est analysé, un point doit rester clair, aucun des deux camps dans ce conflit ne livre une version parfaitement propre de la vérité pendant des combats actifs. Le Hezbollah a un intérêt évident à exagérer ses succès. Israël a un intérêt évident à minimiser ses pertes, du moins publiquement, jusqu'à ce que l'image complète puisse être gérée par les canaux officiels. La vérité, comme presque toujours en temps de guerre, se trouve quelque part entre ces deux récits concurrents. C'est généralement le moment où les mégaphones partisans se précipitent, parce que l'incertitude est beaucoup plus facile à vendre comme marque qu'à comprendre. C'était pas du tout un écart, c'était un canyon. Et le Hezbollah savait exactement à quel point il était large. Pour comprendre ce qui s'est produit, il faut d'abord comprendre les 4 plateformes, parce que la mythologie qui les entoure n'est pas accidentelle. Ces machines portent des noms qui ont été soigneusement cultivés dans la culture des achats militaires, dans les médias de défense, dans le langage des séances d'information sur les acquisitions et dans les comités parlementaires de défense. Des noms qui pèsent lourd, des noms qui portent des promesses. La première est le Merkava. Demandez à n'importe quelle analyse du blindage, n'importe où dans le monde, de nommer le char le mieux protégé de la planète, et le Merkava fera partie de la discussion. Il a été conçu dès le départ avec la survie de l'équipage comme objectif principal, une philosophie de conception qui l'a distingué de presque tous les autres chars de combat principaux existants. Le moteur se trouve à l'avant, c'est inhabituel, c'est délibéré. Cela signifie que le bloc moteur absorbe l'énergie d'un impact frontal avant qu'elle n'atteigne le compartiment de l'équipage. L'arrière du char comporte une trappe, une voie de sortie, qu'aucun autre char n'offre. Le système de protection active Trophy, connu en hébreu sous le nom de Mei-Ruach ou Windbreaker, est considéré comme le système de défense active à destruction dure le plus avancé déployé à grande échelle dans le monde. Il détecte les missiles anti-chars entrants.
il les suit. Il tire un intercepteur qui les détruit avant qu'ils n'atteignent la coque. Le Merkava a sauvé des vies. Il existe des preuves documentées de Trophy interceptant des missiles Cornet lors d'engagements précédents. Le système fonctionne, il est réel, mais il a des limites. Et le Hezbollah sait que la pression politique générée par cette question est aussi précieuse pour ses objectifs stratégiques que les carcasses brûlées elles-mêmes. Parce qu'une armée qui combat simultanément un ennemi et une crise intérieure de responsabilité politique ne fonctionne pas à pleine efficacité. Ses commandants sont distraits, sa prise de décision est contrainte par des considérations politiques, sa confiance institutionnelle, tout le socle d'une planification militaire efficace et d'une exécution tactique agressive est ébranlé, une confiance ébranlée rend les armées prudentes, la prudence dans le combat terrestre rend les armées prévisibles. Les armées prévisibles sont plus faciles à prendre en embuscade. Une salle de guerre ne peut pas fonctionner avec des formules d'applaudissements, même si le plateau télévisé insiste pour dire que ces applaudissements sont la stratégie. Voilà le cycle que le Hezbollah a enclenché, et ce n'est pas un cycle qui prend fin lorsque la fumée se dissipe dans la vallée. Regardez plus loin. Regardez les implications pour la doctrine de l'OTAN, pour la planification militaire américaine dans le Pacifique, pour toutes les armées qui ont bâti leur supériorité conventionnelle sur les mêmes hypothèses fondamentales qu'Israël a utilisées pour bâtir sa doctrine. Parce que le message venu du sud du Liban ne s'adresse pas seulement à Jérusalem. Il s'adresse à chaque establishment militaire qui croit que les réseaux de capteurs, les blindés et les véhicules aériens sans pilote créent un avantage insurmontable contre un adversaire suffisamment motivé, suffisamment doté en ressources et suffisamment intelligent. Le message est celui-ci: le Hezbollah a étudié le modèle, trouvé le modèle, bâti une réponse au modèle, et lorsque le moment était venu, il a montré que ce modèle pouvait être brisé. Malheureusement pour la politique des coups de menton, l'ennemi regarde aussi les conférences de presse et parfois il prend même des notes. La Russie lit attentivement ce message dans le contexte de son propre conflit en Ukraine. L'échange de leçons tactiques durement acquises entre l'axe Iran-Russie est bidirectionnel. Ce que le Hezbollah apprend sur la manière de vaincre les blindés de normes occidentales au Liban retourne à Moscou. Ce que la Russie apprend sur la manière de contrer des opérations appuyées par des drones en Ukraine circule vers Téhéran, puis vers le Hezbollah. Il s'agit d'un réseau d'apprentissage, d'un système d'innovation militaire distribué qui fonctionne sans l'inertie bureaucratique des institutions militaires formelles. Il est plus rapide qu'il n'en a l'air et il produit des résultats. Les conseillers militaires américains qui observent cet engagement depuis leur base et leur centre de commandement dans la région mettent à jour des évaluations de menaces qui orienteront les décisions d'acquisition, les révisions doctrinales et les besoins d'entraînement pour la prochaine décennie. Parce que si cela peut arriver à l'armée israélienne, cela peut arriver à n'importe quelle armée opérant selon les mêmes hypothèses fondamentales. Et elles opèrent toutes selon les mêmes hypothèses fondamentales. La précision compte, la technologie domine, le blindage protège, la couverture par drone permet d'agir, ce ne sont pas de mauvaises hypothèses, ce sont des hypothèses correctes dans la plupart des scénarios, contre la plupart des adversaires. Mais elles ne sont pas universellement correctes. Elles ne sont pas correctes contre un adversaire qui a passé 20 ans à concevoir précisément les moyens de les vaincre. Et le monde regarde maintenant d'autres adversaires étudier la leçon du sud du Liban. La Chine observe avec un intérêt particulier pour ce que la défaite de Trophy révèle sur les systèmes de protection active des formations blindées. Parce que la doctrine militaire chinoise intègre des concepts similaires. La Corée du Nord observe. Les forces mandataires iraniennes en Irak, en Syrie et au Yémen observent. Chaque acteur asymétrique ayant un griffe régional et un commanditaire prêt à financer patiemment sa modernisation militaire regarde les images de 4 plateformes en feu et en tire des conclusions qui façonneront la prochaine décennie, conflit. Pendant ce temps, le message politique le plus bruyant traite encore chaque crise comme un exercice de marque, comme si une zone de conflit attendait seulement de meilleurs adjectifs. Voilà la longue ombre de 2 vagues de missiles dans une vallée libanaise. Voilà comment des événements tactiques deviennent des tournants stratégiques. Les 4 plateformes qui ont brûlé dans le sud du Liban seront remplacées. La chaîne de production du Merkava continuera. Trophy sera améliorée. Les variantes du Nammer recevront des ensembles de protection renforcés. Le 9 obtiendra un blindage supplémentaire.
Le réseau de drones sera durci contre la guerre électronique. Israël n'est pas fini. Sa capacité militaire n'est pas brisée. Sa volonté de se défendre ne fait aucun doute. Mais quelque chose de plus important que n'importe laquelle de ces plateformes a été endommagée dans cette vallée. La certitude a été endommagée. Cette certitude non dite, profondément enracinée et culturellement renforcée, selon laquelle la technologie israélienne et l'entraînement israélien signifiaient que certains résultats étaient garantis, que les machines étaient suffisamment invulnérables, les tactiques suffisamment solides, le renseignement suffisamment complet pour qu'une surprise catastrophique soit pratiquement impossible. La certitude est aussi le carburant préféré du spectacle politique, parce qu'elle brûle très fort jusqu'à ce que la réalité envoie la facture. La certitude dans les affaires militaires n'est jamais justifiée. Toute armée qui a fonctionné en partant de l'hypothèse de la certitude a fini par recevoir une leçon brutale sur la différence entre confiance et arrogance. Les Israéliens le savent. Leur propre histoire l'enseigne. 1973 l'enseigne avec une force particulière. Mais savoir quelque chose dans l'abstrait et y croire dans une salle de planification opérationnelle sont deux choses différentes. Et l'écart entre la connaissance abstraite et la conviction opérationnelle est l'endroit où les désastres grandissent. La vallée dans le sud du Liban a rendu cet écart physique. Les soldats qui ont fui des chars Merkava en flammes n'étaient pas des lâches. Ils étaient pas mal entraînés, ils n'étaient pas l'échec, ils étaient la conséquence. La conséquence d'un écart entre ce que l'ennemi était censé être et ce qu'il était réellement. La conséquence d'une doctrine qui n'avait pas été pleinement mise à l'épreuve contre une menace qui évoluait depuis 2 décennies avec patience, financement et une intelligence extrêmement réfléchie. Ils y retourneront, l'armée israélienne retournera dans le sud du Liban, elle combattra, elle s'adaptera, elle s'est toujours adaptée. La question est de savoir ce qu'elle trouvera lorsqu'elle le fera. Si la prochaine couche de préparation du Hezbollah est déjà en place, si l'embuscade des 4 plateformes était le premier acte ou l'événement principal. Aucune confiance au micro ne peut répondre à cette question avant la prochaine patrouille. Le Hezbollah n'a rien dit. Il le fait rarement. Ce qu'il a fait, c'est démontrer de la manière la plus claire possible que les règles d'engagement dans le sud du Liban ont changé, que les armes qu'Israël qualifiait d'indestructibles ne le sont pas, que 2 vagues planifiées avec précision et exécutées avec discipline peuvent briser une colonne qui a coûté des milliards à construire et des décennies à entraîner. Et quelque part, dans les tunnels sous ces collines, les combattants qui ont mené ces 2 vagues regardent les mêmes images que le reste du monde. Et ils ne sont pas surpris par ce qu'ils voient parce qu'ils l'avaient planifié exactement ainsi. Les carcasses brûlées de 4 armes indestructibles ne sont pas la fin de cette histoire, elles marquent le début de son chapitre le plus dangereux. Et personne, ni à Tel Aviv, ni à Washington, ni à Beyrouth, ni à Téhéran, ne sait encore comment ce chapitre se terminera. C'est précisément dans cette incertitude que commence la stratégie sérieuse et que la certitude télévisée s'effondre généralement. Quelque chose s'est produit dans les collines du sud du Liban que l'armée israélienne ne voulait pas que le monde voie. Pas au début. Pas avant que l'ampleur de l'événement devienne impossible à cacher. En quelques heures, l'une des unités de combat les plus élites d'Israël, une brigade qui n'avait jamais connu une défaite dont elle ne pouvait pas se relever, est entrée dans quelque chose à quoi elle n'était pas préparée. Les conséquences ont été catastrophiques. Le silence de Tel Aviv était assourdissant. Et lorsque les chiffres ont finalement commencé à fuiter, des analystes militaires du monde entier ont cessé ce qu'ils faisaient et ont fixé leurs écrans avec incrédulité. 350 morts, certains rapports en annonçaient davantage. Si même la moitié de ce chiffre est exact, ce qui s'est déroulé dans ces collines n'est pas seulement un désastre militaire, c'est un moment qui redéfinit toute l'équation du Moyen-Orient. Un moment qui force chaque gouvernement, chaque général et chaque agence de renseignement a posé la même question terrifiante. Comment le Hezbollah a-t-il fait cela ? Et plus important encore, que signifie le fait qu'il l'ait fait ? C'est plus difficile à expliquer que de simplement déclarer que tout est sous contrôle, ce qui explique pourquoi la version slogan arrive toujours en premier. Parce que c'est pas seulement une affaire libanaise, c'est pas seulement une affaire israélienne,
C'est une question de basculement dans l'équilibre des forces, un basculement qui se construisait depuis des années, caché, en pleine lumière. Et il a finalement éclaté dans l'une des embuscades les plus brutales que la région ait jamais vues. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir en arrière. Pas des décennies, pas des années. Juste assez pour voir le piège se construire pièce par pièce dans les montagnes et les tunnels du sud du Liban. Parce que c'est exactement ce que c'était. Un piège, et la brigade Golani est entrée tout droit. La brigade Golani n'est pas n'importe quelle unité. En Israël, elle porte un poids que peu de formations militaires dans le monde peuvent égaler. Fondée en 1948, aguerrie par 7 décennies de conflits, Sayret est le genre d'unité que les recrues se vantent d'avoir réussi à intégrer. Continuer à fonctionner, même si tout ce qui se trouvait au-dessus du sol était détruit, ils avaient tort. Et la raison pour laquelle ils avaient tort révèle quelque chose de profond sur l'endroit où cette guerre est rendue et sur la direction qu'elle prend. Et le Hezbollah sait que la pression politique générée par cette question est aussi précieuse pour ses objectifs stratégiques que les carcasses brûlées elles-mêmes. Parce qu'une armée qui combat simultanément un ennemi et une crise intérieure de responsabilité politique ne fonctionne pas à pleine efficacité, ses commandants sont distraits, sa prise de décision est contrainte par des considérations politiques. Sa confiance institutionnelle, tout le socle d'une planification militaire efficace et d'une exécution tactique agressive, est ébranlé. Une confiance ébranlée rend les armées prudentes, la prudence dans le combat terrestre rend les armées prévisibles. Les armées prévisibles sont plus faciles à prendre en embuscade. Voilà le cycle que le Hezbollah a enclenché. Et c'est pas un cycle qui prend fin lorsque la fumée se dissipe dans la vallée. C'est aussi le genre de cycle qui se moque bien de savoir si un porte-parole de campagne a trouvé une insulte plus mordante pour le bulletin du soir. Regardez plus loin. Regardez les implications pour la doctrine de l'OTAN, pour la planification militaire américaine dans le Pacifique, pour toutes les armées qui ont bâti leur supériorité conventionnelle sur les mêmes hypothèses fondamentales qu'Israël a utilisées pour bâtir sa doctrine. Parce que le message venu du sud du Liban ne s'adresse pas seulement à Jérusalem. Il s'adresse à chaque établissement militaire qui croit que les réseaux de capteurs, les blindés et les véhicules aériens sans pilote créent un avantage insurmontable contre un adversaire suffisamment motivé, suffisamment doté en ressources et suffisamment intelligent. Le message est celui-ci. Le Hezbollah a étudié le modèle, trouvé le modèle, bâti une réponse au modèle. Lorsque le moment était venu, il a montré que ce modèle pouvait être brisé. La Russie lit attentivement ce message dans le contexte de son propre conflit en Ukraine. L'échange de leçons tactiques durement acquises entre l'axe Iran-Russie est bidirectionnel. Ce que le Hezbollah apprend sur la manière de vaincre les blindés de normes occidentales au Liban retourne à Moscou. Ce que la Russie apprend sur la manière de contrer des opérations appuyées par des drones en Ukraine circulent vers Téhéran, puis vers le Hezbollah. Il s'agit d'un réseau d'apprentissage, d'un système d'innovation militaire distribué qui fonctionne sans l'inertie bureaucratique des institutions militaires formelles. Il est plus rapide qu'il n'en a l'air et il produit des résultats. Les conseillers militaires américains qui observent cet engagement depuis leur base et leur centre de commandement dans la région, mettent à jour des évaluations de menaces qui orienteront les décisions d'acquisition, les révisions doctrinales et les besoins d'entraînement pour la prochaine décennie. Parce que si cela peut arriver à un petit char, cela peut arriver à n'importe quel navire de guerre. Et ils sont tous bâtis sur les mêmes fondations. C'est là que les choses deviennent sérieuses. La précision compte. La technologie domine l'espace. Et lorsque l'espace est dominé par la technologie, le maillon le plus faible est souvent le politicien qui fait semblant que la complexité est une insulte personnelle. MBS n'agit pas seul. Il a discrètement bâti une coalition de pays qui ont tous intérêt à voir cette nouvelle architecture commerciale réussir. L'Égypte contrôle le canal de Suez. Un réseau commercial centré sur la mer Rouge est extrêmement précieux pour le Caire. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite a été l'un des principaux soutiens financiers de l'Égypte, y injectant des dizaines de milliards lors de moments critiques. La Jordanie a besoin d'un accès aux marchés mondiaux et aux investissements. Située en bordure de Neom, elle se retrouve soudainement adjacente à l'un des plus grands projets de l'histoire humaine. Et puis il y a Israël. Les accords d'Abraham, signés en 2020, ont normalisé les relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan.
l'Arabie saoudite ne les a pas officiellement signés. Mais en coulisses, la relation entre Riyad et Tel Aviv a évolué prudemment. Et la géographie de Neom, située au coin où l'Arabie saoudite et Israël se touchent presque, a rendu cette relation plus significative sur le plan pratique que presque personne n'en parle ouvertement. Un corridor connecté de la mer Rouge reliant la logistique saoudienne aux ports israéliens, aux infrastructures égyptiennes et aux routes d'accès jordaniennes commence à ressembler moins à un projet de construction qu'à une nouvelle alliance géopolitique bâtie en béton et en câbles de fibre optique. Cependant, c'est ici que les choses prennent une tournure sérieuse, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce que MBS construit. L'Iran voit toute la poussée infrastructurelle de Vision 2030 comme une menace stratégique directe. Chaque pipeline agrandi, chaque port approfondi, chaque milliard investi dans le corridor de la mer Rouge réduit directement la capacité de Téhéran à tenir Riyad sous menace. Et l'Iran n'est pas resté passif. Le mouvement Houthi au Yémen, que l'Iran arme et soutient, a déjà démontré qu'il était disposé et capable d'attaquer les infrastructures saoudiennes. Les frappes de drones de 2019 contre les installations pétrolières d'Abqai et de Kouraï, le complexe de traitement pétrolier le plus sophistiqué de la planète, était un message direct. L'Iran montrait à l'Arabie saoudite que peu importe ce qu'elle construit, peu importe le nombre de routes de secours qu'elle crée, ces infrastructures demeurent vulnérables. Et depuis l'escalade du conflit à la fin de 2023, les forces Houthis au Yémen ont porté cette menace jusque dans la mer Rouge elle-même, en lançant des missiles et des attaques de drones contre la navigation commerciale dans le corridor, même sur lequel MBS mise tout son héritage. Réfléchissez à cela un instant. MBS dépense des centaines de milliards pour contourner Hormuz et pivoter vers la mer Rouge, et l'Iran menace maintenant activement la mer Rouge. C'est la partie où une stratégie de conférence de presse commence à paraître très petite face à la portée d'un missile et à un graphique d'assurance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une partie d'échec stratégique qui se joue en temps réel avec des infrastructures, des forces mandataires et des centaines de milliards de dollars comme pièces sur l'échiquier. La question à laquelle personne ne peut répondre définitivement est celle-ci. MBS peut-il construire plus vite que l'Iran ne peut perturber? Parce que voici la réalité brutale de la situation. La stratégie de contournement du détroit d'Ormuz ne fonctionne que si les routes alternatives restent sécurisées. Et en ce moment, ces routes alternatives sont contestées. Les tarifs d'assurance maritime dans la mer Rouge ont fortement augmenté. De grands transporteurs ont détourné leurs navires autour du cap de Bonne-Espérance, ajoutant des semaines et des coûts énormes aux chaînes d'approvisionnement mondiales. La perturbation économique a été immense et Neom, malgré ses rendus architecturaux spectaculaires, est encore à des années de devenir le carrefour mondial fonctionnel que MBS imagine. Mais ce qui s'est produit ensuite pourrait être la partie la plus importante de toute cette histoire. Parce que MBS n'a pas reculé, pas même légèrement. Au contraire, la pression dans la mer Rouge semble avoir accéléré le calendrier de l'Arabie saoudite, et non l'avoir ralenti. Les investissements dans la sécurité portuaire, les capacités navales et le durcissement des infrastructures se sont intensifiés. L'Arabie saoudite a approfondi sa coordination avec la 5e flotte de la marine américaine. Elle a investi dans sa propre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.